Bonjour à tous. Aujourd'hui, chaque jour apporte de nouvelles déclarations sur évidemment le conflit en Ukraine, des déclarations au sujet énergétique, sur les approvisionnements en gaz, en pétrole. Et pour nous aider à répondre à toutes les questions que nous pouvons nous poser, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le studio Monsieur Loïc Le Floch-Prigent, qui est industriel et qui a une très très grande expérience dans ce domaine. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Merci. Donc, première question très simple, l'Europe peut-elle se passer du gaz russe? Pour l'instant, non, et ceci pour un certain nombre d'années. La raison en est simple, c'est que nous avons commis des erreurs collectives depuis 30 à 40 ans, et une erreur collective claire qui est qu'en domaine énergétique, il faut disposer d'énergie abondante et bon marché, ce qui suppose d'avoir un univers de promotion qui soit diversifié. D'une part, beaucoup de pays et d'autre part, beaucoup de sources. Et que ceci, visiblement, a été oublié, en particulier et surtout par nos amis allemands qui ont misé sur le gaz russe de façon quasiment obligatoire et qui nous mettent aujourd'hui dans des difficultés importantes au niveau européen et je dirais tous les pays européens. Mais je crois qu'il y a une chose très importante, ce sont les terminaux pour accueillir du gaz liquide. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu la carte de ces terminaux? Alors, c'est relativement simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de tuyaux venant de Russie. Ces tuyaux sont essentiellement des gazoducs qui sont à travers l'Ukraine, mais surtout sous la Baltique, et que pendant ce temps-là, les pays qui étaient près du littoral n'ont pas suffisamment pris de précautions, à savoir des terminaux de gaz naturel liquéfié, puisque le commerce du gaz se fait par gazoduc et par méthanier. Donc il n'y a pas eu suffisamment de terminaux de gaz en Europe. Essentiellement, les terminaux de gaz sont en France, c'est-à-dire à Dunkerque, à Fos-sur-Mer, donc en Méditerranée, et à Saint-Nazaire, sur l'Atlantique. Et ces terminaux ne suffisent pas, loin de là. Et les Allemands ont commencé à imaginer qu'il faudrait peut-être des terminaux pour avoir une flexibilité plus importante. Il y a très peu de temps. Et ils vont attendre au moins 3 à 4 ans maintenant pour avoir leur premier terminal gazier. Donc ça, c'est la catastrophe que nous avons, qui était une catastrophe annoncée. C'est-à-dire que le fait de dépendre à 40% du gaz russe pour l'ensemble de l'Europe et à 60% du gaz russe pour essentiellement l'Allemagne, vraisemblablement pour l'Autriche à 80 ou 100%, est l'annonce d'une catastrophe. Et cette catastrophe, nous sommes en train de la vivre aujourd'hui. Donc, si je vous suis bien, finalement, aujourd'hui, l'Allemagne qui renonce à Nord Stream, finalement, ne peut même pas recevoir son gaz liquéfié puisqu'elle n'a pas le terminal. Il faudrait pratiquement… Il n'est pas liquéfié là. Il n'est pas liquéfié là. Hein. Le gaz qui part en gazoduc est un gaz comprimé, hein, et le gaz liquéfié vient de plus loin par méthanier, c'est-à-dire par bateau, au terminal de regazéification, c'est-à-dire qu'il y a un terminal de liquéfaction dans le pays émetteur et un terminal de regazéification dans le terminal récepteur. Eh bien, il n'y a pas de terminal récepteur en Allemagne. Par conséquent, ils sont point et pied liés à la Russie pour les 5 ans qui viennent avec 60% de leur gaz. Alors, ils peuvent toujours, effectivement, partir au Qatar, partir dans les pays qui produisent du gaz naturel liquéfié. À partir du moment où le gazoduc vient de Russie et où ils n'ont pas de terminaux gaziers, eh bien, ils sont plantés et ils sont plantés pour longtemps. Alors, la solution qu'ils peuvent avoir, c'est le charbon. Malheureusement, eux aussi, on n'était pas diversifiés en charbon et prenaient le charbon, l'essentiel de leur charbon, chez les Russes, tout en disant qu'ils n'en faisaient pas, mais ils en faisaient puisqu'ils continuent à avoir des centrales à charbon polluantes pas seulement pour l'Allemagne d'ailleurs, pour aussi la France, ils continuent à avoir leurs centrales à charbon. Et quant aux centrales
à fioul, eh bien, c'est encore plus compliqué puisqu'ils n'ont pas aujourd'hui de raffinerie susceptible de leur amener beaucoup de fioul. Et d'autre part, on tombe sur le problème pétrolier, qui est un autre sujet, mais qui nécessite beaucoup de raffineries. Et on a eu tendance en Europe à diminuer le nombre de raffineries pour des raisons environnementales. Et par conséquent, nous sommes encore très dépendants du point de vue des produits pétroliers, essentiellement le gazole, des pays extérieurs. C'est encore une fois une autre complexité de la situation. C'est-à-dire que nous avons, pendant 30 ou 40 ans, fait ce que j'appelle une politique de gribouille, et parce que nous avons fait de l'antinucléaire, parce que nous avons voulu développer des éoliennes et que les éoliennes ne fonctionnent que pour 25% de leur puissance nominale et par conséquent ont besoin de centrales soit au gaz, soit au fioul, soit à charbon, et que ceci n'a pas été pris en compte d'une façon générale. On a cru au Père Noël et le Père Noël n'existe pas. Donc, si je résume un petit peu, vous avez l'Allemagne qui aujourd'hui reçoit l'essentiel de son gaz et son pétrole. Et par son pétrole. gazoduc et qui n'a pas vraiment d'alternative parce qu'ils n'ont pas les terminaux pour recevoir du gaz liquéfié. Absolument. On entend certaines discussions effectivement avec le Qatar, mais aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas des terminaux pour recevoir du gaz liquéfié, finalement, c'est ça ne sert à rien. Maintenant, qu'en est-il de la France? Est-ce que la France pourrait se priver du gaz russe à court terme pour l'hiver prochain? Très rapidement, oui. Parce que nous avons d'une part du gaz naturel liquéfié venant de beaucoup de pays, et nous avons encore les contrats. Donc grossièrement, on doit avoir une exposition seulement au gaz de l'ordre de 10% du gaz russe. Et il suffit de faire des provisions, et nous avons pas mal de stockage, d'installations de stockage en France. Donc nous pourrions facilement nous mettre en situation de ne rien faire. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que pendant le même temps, nous avons nos voisins allemands qui, eux, ont des difficultés. Et nous sommes non pas dépendants de l'Allemagne du point de vue énergétique, mais du point de vue industriel, nous sommes quand même très mêlés. Et donc le fait que l'industrie allemande décroche nous mettrait tous en situation difficile, la France y compris. Mais du point de vue énergétique, la France est diversifiée, continue à avoir le nucléaire, je vous rappelle, en électricité, et même s'il y a eu un peu de raté avec la fermeture de Fessenheim, qui était une stupidité, il y a encore beaucoup de centrales nucléaires, et à mener une politique de diversification de pays, c'est-à-dire nous continuons à recevoir du gaz naturel liquéfié de tous les pays, puisque nous avons 3 terminaux gaziers, et du point de vue des produits pétroliers, nous sommes un peu plus engagés sur le gazole extérieur, puisque nous avons fait comme tous les autres pays européens, c'est-à-dire fermer des raffineries qui nous étaient utiles pour être relativement indépendants. C'est-à-dire que l'Allemagne nous a entraînés avec la Commission européenne dans une idée que l'abondance et le bon marché étaient désormais mondial, et que nous avions la possibilité de vivre dans la mondialisation heureuse que chacun nous prédisait. Et ça, eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur fondamentale, c'est une erreur que nous allons payer très cher, que l'Europe va payer très cher, que l'Allemagne va payer très cher, et qu'hélas la France va payer très cher, alors qu'elle n'y est pas pour grand-chose, puisqu'elle avait, elle, continué sa politique d'indépendance énergétique, et que cette politique d'indépendance énergétique est la seule qui puisse réussir. Et donc, la personne qui va se retrouver au milieu de toutes les conversations, c'est évidemment Gerhard Schröder, puisqu'il est encore, je pense, actif chez Gazprom. Et vous me disiez avant l'entretien qu'il avait été aussi finalement un peu à la manœuvre pour définir cette politique énergétique allemande. Bien sûr. Je pense que l'idée qu'il y avait un gaz russe qui était relativement proche était intéressant, comme en ce qui concerne la raffinerie de Leuna en Allemagne, ex de l'Est, le fait d'avoir un oléoduc directement de la Russie était intéressant. Encore fallait-il être précautionneux
ce qu'il n'a pas été, ce que Mme Merkel n'a pas été non plus. C'est-à-dire lorsqu'elle a décidé de façon unilatérale en Europe d'arrêter le nucléaire, elle a pris une décision qui est mortifère aujourd'hui pour l'économie européenne. Alors, une dernière question. Imaginons effectivement que maintenant tout le monde s'y mette. On a vu que l'Allemagne a annoncé qu'ils allaient se réarmer. Ben, imaginons que maintenant ils vont aussi reprendre en main leur politique énergétique. Comment imaginez-vous la carte énergétique dans 5 ans au niveau du gaz, du pétrole en Europe? Je pense que si jamais l'Allemagne ne revient pas sur son anti-nucléarisation, nous allons être dans des difficultés même dans 5 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne solution en dehors du nucléaire. Alors déjà, la Belgique a dit je vais garder mes centrales pendant quelques temps, alors qu'ils devaient fermer. Tout le monde dit maintenant c'est impossible, c'est possible. Et de la même façon, je pense qu'il fallait que l'Allemagne dise bien j'avais 3 centrales nucléaires qui fonctionnaient, je vais continuer à les faire fonctionner. C'est-à-dire que si jamais elle continue sur la politique antinucléaire, elle n'a comme autre solution que d'ouvrir de façon beaucoup plus importante des centrales à charbon et d'essayer de faire venir le charbon dans tous les pays du monde. C'est ça qui risque de se passer. Il n'y a pas de bonne solution si jamais il n'y a pas de nucléaire dans les 3 à 5 ans qui viennent en Europe et en particulier en Allemagne. Il n'y a pas de bonne solution. Parfait. Ben, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, Monsieur Loïc Le Floch-Prigent. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Moi aussi, merci beaucoup.